Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste et tous les 15 jours, je vous emmène à la rencontre de brasseurs aux quatre coins de France. Puisque le Podcapsuleur continue même pendant les vacances, n'hésitez pas à nous partager vos photos de vacances, à la plage, à la montagne, à la campagne ou en visitant une brasserie. Il y en a forcément une près de chez vous. Rendez-vous pour cela sur la page Facebook du Podcapsuleur. Petit message personnel pour vous dire que vos messages sont hyper encourageants et me font toujours plaisir. Merci à Neo Turfmaster pour son commentaire sur iTunes. En résumé, géniales émissions à la découverte des brasseries françaises et des brasseurs, un podcast aussi bien pour les experts que les novices. Quel plaisir d'entendre les brasseurs parler de leur passion. Les hors-séries sont très intéressants aussi et permettent d'en apprendre plus sur la bière et sa dégustation. Voilà ce que nous dit Neo Turfmaster, que je remercie pour ce commentaire super sympa. Dans cette saison 2 du Podcapsuleur, nous sommes déjà passés par Saint-Étienne, Toulon, Le Mans et Besançon. Aujourd'hui, nous prenons de la hauteur, direction la Haute-Savoie. Saison 2, épisode 2, Stéphanie Altermat, la petite fabrique de bière Armelté à Annecy. Oui, vous avez bien entendu, dans cet épisode, nous rencontrons une brasseuse, Stéphanie Altermat. Avant toute chose, Stéphanie est une scientifique et avant de manipuler les sacs de grains, elle évoluait dans le secteur de la microbiologie appliquée à l'agroalimentaire. Accrochez-vous, passionnée par la bière depuis l'âge d'en boire, elle découvre l'art du brassage en 2005 en amateur et crée sa brasserie en 2009, il y a 10 ans, à Annecy. Juste au-dessus de la brasserie, elle ouvre un bar associatif en 2014 qui deviendra cave et bar en 2016. C'est en fait avant tout une passion et c'est ça qui fait qu'on tombe dans la potion et puis parce qu'un jour en fait on se dit que tiens finalement ce qu'on faisait dans son garage on pourrait le faire découvrir aux autres et donc quitter ce monde de la microbiologie pour passer à la microbrasserie quoi. Et tu as commencé vraiment en amateur à brasser sur des kits de brassage classiques? Ouais, complètement en fait. Kit de brassage, pas le kit complètement. J'ai voulu vraiment partir de zéro, c'est-à-dire de tout grain, et donc de réfléchir vraiment en fait à mes recettes et donc pas choisir la voie de la facilité, c'est vrai, mais c'était pour mieux apprendre aussi. Et donc je suis partie. À l'époque, c'était un peu les gamelles, c'était un petit peu de la bricole, mais ça a permis quand même de mieux comprendre en fait ce qui se passait quoi. Donc tu brassais chez toi, dans ton garage, des tout petits brassins de quoi, de 20 litres? C'était dans mon garage, c'était des brassins de 20 litres, effectivement. Et d'ailleurs, en fait, je crois que j'ai pas quitté le garage, parce que si tu vois où on est là maintenant, ça reste un garage encore, quoi. Effectivement, on se lance comme ça en amateur, mais de là à transformer l'essai pour vouloir passer à la vitesse supérieure, comment ça marche? C'est un petit peu l'histoire de sa vie, quoi. C'est-à-dire que de vouloir se dire ça reste une passion, mais pourquoi pas en faire l'histoire de ma vie et de se dire j'ai vraiment envie de travailler dans ce domaine-là, j'ai vraiment envie de transmettre aussi ce que je fais et de faire découvrir aux autres la bière comme elle devrait être appréciée. Et donc un jour on se dit je vais me lancer, je vais monter ma brasserie puisque la microbiologie appliquée à l'agroalimentaire ne me veut pas. Alors du coup je vais venir à elle différemment et j'y retournerai un jour, mais avec ma bière quoi. Tu as appris sur le tas, simplement en brassant en amateur, et tu t'es fait la main petit à petit, ou tu t'es formé? Comment t'as fait? Ouais, j'aime bien la formation, donc du coup, je me suis formée un petit peu. D'abord dans les livres, c'est sûr, quoi. Après, en multipliant les rencontres, les stages aussi, dans des brasseries plus ou moins grandes. Et puis il y a eu aussi en fait Saint-Nicolas-de-Port qui reste une référence, je pense encore en France, avec le musée de Saint-Nicolas qui propose une formation aux brasseurs amateurs chaque année. Et voilà, ça a été le déclic à ce moment-là, de se dire j'ai tous les éléments en main pour passer à la pratique et pour réussir mon premier brassin. C'était l'objectif, réussir le premier. Et ça a marché? Ouais, ça a marché, ouais. Je pense avoir... je m'étais un petit peu donné pas mal de contraintes aussi forcées, mais pour réussir aussi, parce que je voulais pas y aller à tâtons. Je voulais y aller avec une démarche, c'est vrai, scientifique, pour m'amener au résultat dès le départ, quoi. Et ton expérience, justement, scientifique, t'a aidé à réussir?
Ouais, j'avoue, c'est vrai, ça m'a aidé. Ouais, c'est vrai que l'approche biochimique qu'on oublie, hein, on parle souvent d'alchimie, c'est vrai, c'est bien l'alchimie, mais moi j'avais besoin de rapprocher ça à une biochimie, et donc voilà, au-delà de l'aspect créatif qui est venu après, il y avait besoin de cet aspect technique en fait sur lequel j'avais besoin de m'appuyer pour pouvoir comprendre ce que je faisais, reproduire, corriger, améliorer avant de passer à l'aspect créatif, quoi. Quel souvenir tu gardes de ton premier brassin? Qu'est-ce que ça a donné? Eh ben alors, ce qui était drôle, c'est que tout ce que j'avais calculé était faux, et qu'au final, bah voilà, la théorie c'était bien beau, mais la pratique t'amène quand même à comprendre encore mieux finalement ce qui se passe, et ça a donné en fait une bière qui était largement au-dessus du degré d'alcool que j'avais prévu. Tout le monde en est resté marqué, je pense d'ailleurs, mais parce qu'elle nous a donné beaucoup de joie cette bière. mais par contre, voilà, le goût y était, et l'intention était là. Donc le brassin d'après, ben voilà, on apprend de ses erreurs, donc on corrige, et c'est parti. Et il faut combien de temps pour réussir à stabiliser son produit, sa recette? Avec le recul maintenant, franchement, j'estime que pas dire je parle souvent de 3 ans, mais 3 ans de brasseur amateur, parce qu'on n'est pas là tous les jours à brasser, quoi. C'est vrai qu'on va peut-être brasser une fois par mois quand on peut. Ça peut être un peu plus long parfois, donc voilà, le temps de refaire et refaire. Je dirais qu'au bout de 3 ans, on a eu le temps d'affiner ses recettes, de croiser un peu tous les problèmes qu'on peut rencontrer aussi dans le brassage, bien qu'on soit jamais au bout. Mais voilà, ça permet quand même de bien appréhender en fait le produit, quoi. Et après 4 ans de brassage amateur, là, tu as passé un cap, une vitesse supérieure? Ouais, par envie, c'est vrai, et par nécessité. C'est-à-dire que un moment, voilà, là où la région dans laquelle j'étais, Annecy en particulier, bah voilà, j'avais pas forcément de job qui m'attendait, donc c'était le moment de se dire bon bah si j'en ai pas pour moi, je vais le créer. Donc je vais créer ma propre entreprise, je vais créer mon propre travail, et donc et c'est là que Armalté a démarré, quoi. Et quand tu as démarré, d'ailleurs, tu étais un peu seul au monde. Il n'y avait pas d'autres brasseries à Annecy. Alors, les choses ont changé, tu vas nous raconter, mais au départ, tu étais seul. Oui, j'étais seule, c'est vrai. Les archives m'ont bien confirmé qu'il y avait eu une brasserie un jour à Annecy, comme dans toutes les villes, j'imagine, de France. Mais ben voilà, du coup, 2009, c'était encore, voilà, on était au tout début, et j'arrivais avec ma petite brasserie, ma petite fabrique de bière à Annecy, quoi. Comment ça s'est passé? Bien. Bah ça s'est passé que je suis restée petite, et je reste encore petite, ce qui fait que bien j'ai pas pris de place énorme sur cette ville. Donc ça s'est passé discrètement, mais sûrement. C'était le bouche à oreille, c'était les rencontres qui amènent les gens en fait à la brasserie, à l'atelier, qui font que les gens repartent et vont parler de toi un petit peu plus loin et un petit peu plus loin encore, et finalement en fait ce qui a de toute façon incité tout le concept de la brasserie, c'était de vendre en direct et d'amener les gens à venir en fait eux-mêmes me rencontrer, plutôt que de voir en fait absolument sortir de la brasserie et de voir multiplier les actions en fait commerciales, c'est vrai, parce qu'avant tout je me sentais pas commerciale, et donc je préférais largement que les gens viennent me rencontrer et que je puisse leur parler de ma passion, et plutôt que de faire l'inverse. Donc voilà, le petit format a fonctionné quand même, quoi. Quand tu t'es lancé en 2009, tu étais toute seule à Annecy, première micro-brasserie annécienne. Aujourd'hui, il y en a d'autres. Tu les as tous vus arriver. Comment ça s'est passé? Enfin, les relations sont cordiales? Ouais, j'estime que c'est l'avantage de la bière, c'est que ça reste un produit qui normalement doit créer en fait des moments de conviviaux. Et donc les brasseries qui sont arrivées par la suite, bah, souvent pour l'essentiel on fait la démarche de venir me rencontrer aussi, sachant que j'étais la première installée à Annecy, et du coup on reste dans cette ambiance sympathique, même parfois de se dépanner, de s'appeler j'ai plus de malt, j'ai plus ci, j'ai plus ça, et on reste aussi dans une région où les brasseurs, voilà, on a cherché quand même à pas mal se réunir plus qu'en fait à se séparer, quoi. En parallèle à ta microbrasserie, tu as ouvert un bar. Alors au départ un bar associatif qui aujourd'hui a pris une autre dimension, et c'est un bar où tu commercialises en direct ta production, mais pas que. Effectivement, ouais, parce que j'estimais et j'estime toujours que la bière, en fait, si je dois parler de la bière, c'est pas de ma bière, mais de la bière en général, quoi, et donc donner envie aux gens de découvrir ce produit, et si possible artisanal et local. Du coup, j'ai fait le choix dès le départ de vendre aussi et de proposer donc de découvrir les bières artisanales locales.
Donc du coup, on retrouve de plus en plus de brasseries puisque, voilà, comme on l'a dit juste avant, c'est vrai, il y a de plus en plus de brasseries et donc, on voit les étagères s'étoffer au fur et à mesure des mois, des années. Et donc, voilà, ça permet comme ça de différencier un petit peu de ma bière, de proposer d'autres styles de bière aussi que je ne vais pas forcément, moi-même brasser. Et voilà, comme ça, on essaye de continuer dans cette dynamique de découverte. Tu as parlé plusieurs fois depuis le début de notre entretien de transmission et de formation. Tu proposes des journées d'initiation au brassage. Pour qui, pourquoi ? À l'initiative de ces journées d'initiation qui sont arrivées très vite en fait après la création, c'était c'est vrai, transmettre mon parcours un petit peu qui m'avait peut-être paru un peu laborieux à l'époque parce que les informations étaient peut-être moins faciles que maintenant en fait d'accès et j'avais envie du coup de montrer aux gens que c'était possible de fabriquer sa bière chez soi, comment on peut cuisiner bien sûr, comment on peut fabriquer du pain et donc cette volonté était aussi là pour faire découvrir la bière autrement, que même quelqu'un qui n'aime pas la bière peut apprécier la brasser et peut-être même lui donnera envie en fait de cette bière. Donc ça permettait de casser un peu aussi les idées reçues, les codes et donc d'amener les mondes un peu dans mon univers et surtout qu'ils en ressortent en ne pouvant plus boire la bière de la même manière quoi. Donc de les transformer à jamais. Pourtant c'est pas facile de brasser sa bière. Et non, justement, alors c'est tout le challenge de cette journée, en fait. C'est de leur montrer qu'en une journée, leur faire comprendre que ça peut l'être facile, ça peut paraître facile, mais ça ne l'est pas, quoi. C'est-à-dire que la fin de la journée, ils ont une tête pleine d'informations, c'est vrai, mais ils ont découvert que le procédé peut-être paraît simple, parce que les étapes qu'on déroule sont peut-être simples, mais que pour arriver à un produit en fait fini, qui soit appréciable, stable, en fait il y a tout un tas d'étapes qu'il va falloir dérouler, de paramètres à maîtriser et de choix à faire en fait, et qu'il y a une infinité de combinaisons possibles qui feront que déjà, on peut pas s'ennuyer à fabriquer sa bière, mais qu'il va falloir faire les bons choix, en fait, et qui sont, donc, pour arriver à avoir un produit servi sur une table qui soit bien beau et appréciable, quoi. Faire de la bière, c'est facile. Faire 2 fois la même bière, c'est difficile. Voilà, exactement. C'est vrai, de reproduire en fait le geste et de le maîtriser autant que la première fois, avec des paramètres qui sont de l'ordre du vivant, parce qu'on n'est pas seul dans l'histoire. C'est vrai, on a quand même la levure simplement, qui du coup va avoir parfois son petit mot à dire et du coup il y a une confiance qu'il va falloir, on va faire confiance à cette levure, on va essayer de la mettre dans les meilleures conditions qui soient pour qu'elle travaille comme on veut qu'elle travaille. Mais ma foi, en fait, c'est un partenaire. Donc, du coup, il faut que les gens comprennent en fait qu'on est dans l'ordre d'un produit vivant qui va encore évoluer et donc et que ça c'est pas un simple produit où on est lié en plus à la nature directement, le malt, le houblon, les années changent, les récoltes changent, donc tout ça doit en fait et à nous de brasseurs d'effacer en fait ces paramètres pour donner une impression au consommateur que le produit est le même. D'où la difficulté de brasser 2 fois la même bière, quoi. C'est ça, c'est l'art d'effacer tout ça, quoi. Présente-nous l'endroit où on se trouve. Là, on est dans ta brasserie, juste derrière nous la salle de brassage. Hein. On est dans Annecy. Hein. On est en ville. On est dans la ville. On est effectivement donc tout près de l'axe principal par laquelle on peut rentrer dans la ville d'Annecy. C'est pas la vieille ville, c'est vrai. C'est pas le décor idyllique du château et du lac. Malgré tout, je brasse à l'eau du lac, attention. Mais ça, c'est le petit détail commercial. Donc, on est dans un local qui ressemble plus à un garage. C'est vrai qu'il a été d'ailleurs, ça a été un garage, ça a été une imprimerie. Maintenant, c'est une brasserie depuis bientôt 10 ans. Et donc, j'ai une petite salle de brassage. C'est vrai, le local est configuré de manière à tourner un petit peu autour. C'est-à-dire que, on rentre sur une partie accueil au public, canapé, bar... et puis on glisse vers la partie plus production, résine au sol. Là, du coup, on rentre plus dans l'endroit où on peut fabriquer, on peut rincer un grand zoo. Et on est sur une petite installation qui fabrique 100 litres de bière, c'est vrai, mais comme je me plais à le dire, qui a tout d'une grande, puisqu'elle a les mêmes fonctionnements, les mêmes procédés et contraintes techniques qu'une machine qui en ferait 10 fois plus, quoi. On va visiter ? On va visiter, allez. C'est
le bazar. J'ai pas eu le temps de ranger, on s'en fout. On est d'accord. Allez. On verra pas. Donc déjà, une première cuve surprenante. On la verra en photo sur Instagram. Oui, c'est vrai qu'elle a en fait ce visuel cuivre qu'on retrouve dans bon nombre de brasseries, anciennes brasseries, et que certainement en fait le constructeur a voulu en fait retrouver. C'est une brasserie qui irait typiquement derrière un bar en décor. On l'imagine bien, hein, c'est vrai. Voilà, faire une vie derrière un bar. Elle est toute ronde, elle est voluptueuse, elle a des formes presque de femme cette brasserie. Et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs chez elle, c'est ce côté un peu féminin peut-être qui fait que j'ai craqué pour elle quand même. Parce qu'on est quand même dans un univers très masculin, hein, le monde des brasseurs. C'est vrai. Alors, ça se féminise, on peut pas... heureusement d'ailleurs que ça se féminise, alors que l'histoire de la bière est directement liée à la femme. On le voit de plus en plus, on comprend, quand je dis voit de plus en plus, parce qu'on en parle de plus en plus aussi, on revendique aussi un petit peu. Mais pour autant, c'est vrai, on se retrouve quand même pas mal entouré d'hommes dans ce métier-là. Ouais, ça va, ils sont sympas quand même, ça va. Donc ça, c'est ta cuve d'empâtage ? Ouais, c'est ma cuve matière, cuve donc empâtage, brassage, ébullition. Donc c'est la partie chaude de la brasserie. On est sur une cuve, on peut parler technique un petit peu, hein. Du coup, on peut. Allez, une cuve qui, quand je dis à tout d'une grande, parce que on est sur un chauffage vapeur, donc c'est-à-dire, du coup là, on a un bain-marie avec des résistances électriques qui vont chauffer de l'eau qui va se transformer en vapeur et qui va permettre en fait un chauffage homogène de cette cuve puisqu'elle a une double paroi et donc avec des belles montées en température qui sont régulières. Il n'y a pas de point de chauffe, d'accroche, ce qui fait que voilà, je me retrouve pas avec le problème qu'on peut avoir quand on est en résistance électrique ou quand on est dans le chauffage direct avec du gaz, quoi. Donc c'est l'idéal, chauffage par la vapeur, quoi. Ensuite, en fait, on passe donc sur la partie froide. Alors, entre-temps, il y a une petite cuve qu'on oublie souvent, qui est ma petite cuve mobile, qui est juste là au pied de la première, et qui, en fait, elle a 3 fonctions. Donc, du coup, on a une fonction dans un premier temps cuve filtre. C'est-à-dire que donc si on soulève, on découvre la partie filtre. Donc c'est un filtre qui est mobile. Hop. Mais voilà, un panier, hein, voilà qu'on va glisser en fait dans la cuve et qui permettra donc une fois le brassage terminé de faire glisser en fait toute la mèche dans ce panier et de pouvoir procéder à la filtration. Et donc filtration terminée, je remonte, c'est vraiment mou ici pour l'ébullition. Pendant ce temps, j'en profite pour dédrécher. Là, c'est la phase sympathique. Et du coup, pour pouvoir utiliser cette cuve de nouveau dans le procédé au moment de la clarification, c'est-à-dire une fois l'ébullition terminée, elle a une fonction en fait, une fonction de whirlpool. Donc, on a dans certaines grosses brasseries des cuves qui sont dédiées qu'à ça. Donc, celle-ci, en fait, voilà, on a une arrivée tangentielle sur cette cuve-là qui permet de créer ce fameux vortex, ce whirlpool qui permettra en fait de clarifier en fait le mou avant refroidissement, quoi. Et donc, eh bien après, on arrive dans la partie froide où là, cette fois, on déroule. Donc, j'ai 3 fermenteurs, 2 fermenteurs qui font 100 litres et un fermenteur qui fait 200 litres. Et donc avec, voilà, le tout d'une grande, c'est-à-dire une double enveloppe pour justement en fait la circulation de froid. J'ai donc aussi elle résiste en fait à la pression, donc je peux aussi saturer ma bière directement dans les fermenteurs. Ce qui permet voilà normalement d'éviter le resucrage, l'étape de resucrage en fin avant conditionnement. Mais voilà, ça reste, c'est vrai, des petits contenants. Donc il n'y a pas de refermentation en bouteille ? Alors du coup pas toujours. Pour la refermentation bouteille, il se trouve que malgré tout, vu que j'ai que 3 fermenteurs qui sont donc isolés et avec ces capacités, et que on le sait tous en fait, ce qui fait la grandeur d'une brasserie, c'est aussi son nombre de fermenteurs. Du coup, je passe encore certaines bières en garde en chambre froide pour donc relancer des fermentations en primaire sur ces fermenteurs. Donc je favorise plutôt donc les fûts donc qui sont eux sans refermentation. Donc j'utilise cette fois le fait que je peux maintenir en pression. Et pour la bouteille, par contre, je suis encore en resucrage et refermentation bouteille, quoi.
Mais les choses vont changer avec l'embouteilleuse. Oui, alors quels sont les projets justement ? Il y a des projets d'agrandissement, il y a une nouvelle embouteilleuse qui a été installée hier et avant-hier. Exactement, c'est vrai. Oui, parce que bon, la petite fabrique c'est bien, mais c'est bien qu'elle grandisse un peu aussi, parce que malgré tout, c'est vrai, j'étais seule il y a 10 ans, maintenant je le suis moins, et il faut pas oublier qu'il faut rester quand même présente un petit peu sur le terrain. Donc les projets, c'est voilà des petits investissements. L'embouteilleuse en fait partie, c'est vrai. Ça permettra comme ça de gagner un peu de temps aussi, puisqu'on va gagner cette phase de refermentation. Et puis donc d'investir sur du matériel, c'est-à-dire peut-être quitter ma douce et belle un hecto, donc ma douce et belle brasserie, pour aller vers des volumes un peu plus importants et donc pouvoir aussi avoir une production suffisante pour le bar qui devient qui commence vraiment à prendre de la place aussi et donc voilà, il faut grandir un peu maintenant. Ici tu brasses à coups de 100 litres, mais il t'arrive aussi, quand le besoin s'en fait sentir, d'aller brasser ailleurs ? Effectivement, j'ai fait le choix en fait dernièrement, en attendant de pouvoir changer de capacité de brassage, donc de matériel, et pour pouvoir en fait aussi, c'est vrai, continuer à alimenter le bar et puis survivre aussi. Je rigole, mais donc d'aller brasser un peu en gypsy, comme c'est la mode aussi, et de profiter en fait de la gentillesse de certains brasseurs qui veulent bien m'accueillir et pouvoir faire quelques volumes un peu chez eux pour pouvoir en fait du coup utiliser donc un brasser peut-être un peu moins, c'est vrai, sur le petit outil que j'ai ici, ou en tout cas quand je brasse avec elle, c'est de faire des petits essais ou des petits brassins que je ne ferai pas en grand, c'est vrai, mais voilà, pour garder le plaisir de faire de la nouveauté. Toujours. On a franchi un niveau, là on est remonté de la brasserie et on se trouve dans un bar qui au départ était un bar associatif, qui depuis quelques années est un bar classique, officiel. Est-ce que tu peux nous présenter ce lieu ? Oui, en fait, c'est vrai, à l'initiative de ce bar-là, il y a eu l'association et qui était là en fait essentiellement pour faire découvrir les bières artisanales locales. Et on a gardé en fait cette volonté dans ce nouveau bar qui a maintenant pignon sur rue par rapport, c'est vrai, à la brasserie qui est en fond d'une cour, dans un garage. Donc on a gagné en visibilité, en soleil aussi, il faut le dire. Mais par contre, le fond est là, c'est-à-dire qu'on a gardé aussi cette volonté de faire découvrir toujours de la bière artisanale locale. Donc on a entre autres, en dehors de nos bières, la bière des potes brasseurs du coin, d'un peu plus loin parfois, mais l'idée c'est d'inviter les gens à découvrir qu'ils ont un petit artisan brasseur forcément à côté de chez eux, et que de le découvrir c'est une chose ici, mais d'aller le voir et le rencontrer c'est encore mieux s'ils ont apprécié les bières qu'ils ont bu chez nous, quoi. Et donc c'est ici qu'on s'attaque à la dernière étape de notre pèlerinage à Annecy, la dégustation. Allons-y, voilà, dégustation. Là, c'est un petit brassin parce que j'aime bien tout ce qui est fumé en général, et donc c'est une bière blanche, donc bière de blé. Au blé fumé au bois de chêne, donc on va retrouver une grosse ambiance fumée, c'est vrai. Ça sera plus doux que le bois de hêtre, ça sera moins on a dit quoi, knacky. Ça sera moins, voilà, on sera plus dans le côté suave, un peu plus rond, et voilà, ça sera pour faire découvrir cette fois le fumé autrement que par les bières souvent bacon. Donc ça, c'est un brassin éphémère. C'est un brassin éphémère, ouais, parce que du coup, il y a, c'est vrai, toujours les mêmes bières, des bières récurrentes qui viennent régulièrement, qui sont, c'est vrai aussi plus pour le bar, notamment la fameuse, la Pils d'Armalté, c'est une bière que j'adore brasser encore et toujours, qui est ultra simple par sa conception en fait, pas sa fabrication, mais par ses matières premières, mais qui du coup prend du temps et voilà, je prends un vrai plaisir à la brasser et à la faire découvrir aux gens. Pas comme une simple bière, mais comme une vraie bière en fait de dégustation, de soif également. Mais voilà, c'est un style qu'il faut absolument redécouvrir et mettre en avant. Donc voilà, c'est la bière qui est souvent à la pression, avec des bières qui sont aussi plus faciles à boire. Et puis j'aime bien m'amuser comme ça une fois par mois, voire plus, quand je peux, de faire des petits brassins éphémères ou là, voilà, c'est mes envies qui vont parler. Alors en effet, au nez, on n'est pas du tout sur le côté un peu agressif effectivement bacon, knacky. Donc c'est fumé au bois de chêne, mais du coup c'est beaucoup plus subtil. Moi je trouve que ça lui ramène un petit côté légèrement sucré. Quand je dis suave sucré, voilà, un peu plus rond, et c'est vrai plus fin, moins agressif peut-être. Alors que pourtant
on est à 70% de malt de blé fumé, donc voilà, il y a quand même de la matière, mais c'est pas non plus en fait, je trouve oppressant ou voilà saturant peut-être comme certaines bières fumées. Mais comme moi j'adore ça, du coup je suis peut-être mal placée pour en parler. L'envie du brasseur, on goûte ? Allez. Santé. Ouais. Alors deuxième dégustation, la fameuse Armalté Pils, qui est ta première bière ? Oui, c'est la première bière en fait que j'avais décidé de fabriquer même en amateur en fait, la première recette sur laquelle que j'ai travaillé et sur laquelle je me suis entre guillemets un peu acharnée parce que pour moi c'était en fait un bon exercice. Simple parce que peu de matières premières, du coup, je pouvais pas tellement me cacher derrière en fait des maltes torréfiés ou des houblons exotiques, il fallait que du coup en fait voilà, si elle devait montrer ses défauts, c'était évident quoi. Donc du coup, c'est la bière sur laquelle je me suis fait la main et que je continue à brasser, toujours avec les mêmes plaisirs, et que je continue à apprécier aussi. Je dirais que c'est la bière de tous les jours, celle qui en amène une autre. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à faire la bière, en fabriquant des bières qui en amènent une autre, quoi. Donc c'est une recette qui a 10 ans et qui a pas changé depuis ? Exactement, c'est exactement ça. Ouais, ça me donne un coup de vieux ce que tu dis. Mais oui, c'est vrai, c'est ça. C'est que j'ai pas voulu changer de recette en fait. Voilà, j'ai voulu garder la recette originale, et qu'elle traverse un peu le temps, qu'elle ne se modifie pas non plus avec les nouvelles tendances. Et je pense que c'est bien de rappeler aussi que parfois les recettes ancestrales, même si pour l'instant on n'en est pas encore là, sont celles qui sont des valeurs sûres aussi, quoi. Comme en fait on est sur une fermentation basse, c'est la typicité en fait de cette fameuse pilsner. On retrouve un nez de lager, donc on retrouve un nez, c'est vrai, léger. Là plutôt on est dans les céréales vraiment, dans le côté maltais en fait, et avec au nez pas forcément un nez de houblon puisque c'est un houblon tchèque qui est utilisé. On est sur plus quelque chose de mielé aussi puisque c'est quelque chose qui ressort assez facilement dans ce type de bière. Donc voilà, on est entre les céréales, le malt et le miel, quoi. En amertume, ça reste une bière qui est amère quand même. Contrairement aux idées reçues, en fait, c'est pas une petite bière, c'est pas une simple bière. C'est une bière qui a travaillé pendant longtemps, sur laquelle on peut aussi travailler les houblons comme on pourrait la travailler sur une IPA, c'est-à-dire que même si ce n'est qu'un seul houblon qui est utilisé, eh bien, en fait, on peut l'utiliser plein de fois pendant l'ébullition et pendant la suite aussi du processus. Donc on peut vraiment en fait faire que les arômes voilà plutôt herbacés qu'on va retrouver aussi et cette fine amertume qui est quand même là soit marquée malgré l'impression qu'on est sur une petite bière dans la tête des gens. On goûte ? Oui, goûtons. Chin. Santé. Alors qu'est-ce que ça sent? Dernière étape de notre dégustation, là on est sur une bière tourbée. Tourbée, du coup on est dans le malt à whisky. Et donc voilà, plutôt que de faire une bière légèrement tourbée, comme j'aime beaucoup toujours les maltes fumés, là on a poussé un peu le trait et on est à 60% de malt tourbé. Donc c'est vrai que ça lui donne une intensité au niveau des arômes ou presque voilà yeux fermés, on est pas loin du whisky tourbé. Donc c'est vrai aimer ces arômes un petit peu de cendre, ces arômes un peu de feutre, mais voilà, l'idée c'est de faire découvrir une bière qui presque n'en est pas une et qui sort un peu de ces arômes de bière comme certains pourraient l'appeler, et d'amener des gens qui n'aiment pas la bière à pour peut-être apprécier ce type de bière là, parce que justement en fait on sort du contexte habituel conventionnel. Et justement, pour sortir du conventionnel, tu as brassé par le passé une blonde et une ambrée plus classiques, mais que tu as abandonné. Bah oui, finalement, en fait, à s'acharner à vouloir étoffer la gamme, c'est vrai. J'avais fait ce choix de brasser une blonde de fermentation haute et une ambrée classique, mais finalement, je me plais plus à brasser cette fameuse pilsner dont on parlait tout à l'heure, blonde de fermentation basse, et à la faire découvrir aussi. Et l'ambrée, j'avais aussi une bière de garde qui est ambrée de couleur, et j'ai toujours d'ailleurs, hein, mais qui du coup a sa particularité d'être cette fameuse avec une longue garde et une levure saison. Et donc finalement, j'ai perdu le goût un petit peu de les brasser en me disant que
C'est vrai. D'abord, d'autres brasseurs les brassent aussi bien, et que autant laisser la place aussi à ces brasseurs-là et pouvoir offrir un peu plus de diversité avec des bières plus typées peut-être, ou en tout cas dans le goût de ce que j'aime faire, c'est-à-dire dans la découverte aussi d'autres arômes, quoi. Merci à Stéphanie Altermat pour son accueil à la petite fabrique de bière Armalté à Annecy. Visite des lieux en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si la tendance à se féminiser de plus en plus, l'univers de la bière est encore très masculin. À ce propos, je vous donne rendez-vous le dimanche 1er septembre au musée de la Chartreuse de Douai. En marge de l'exposition À boire, dont nous avons déjà parlé ici, le musée organise l'événement Hoppy Beer Girls que j'aurai le plaisir d'animer avec un parterre de 4 invités femmes qui ont choisi de travailler dans le domaine brassicole. Nous parlerons de la bière ou des bières au féminin. Rendez-vous le dimanche 1er septembre à 16h au musée de la Chartreuse de Douai où se tiendra également un village des producteurs. D'ici là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Vous soutenez le Podcapsuleur en laissant par exemple 5 étoiles sur iTunes. Dans 15 jours, nouvelle étape de notre Tour de France. Après la montagne, direction la Bretagne. En attendant, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.